Saviez-vous que les façades les plus brillantes cachent souvent les secrets les plus sombres? À Seattle, cette nuit-là, le nom de Pierce scintillait de mille feux, tout comme la ville elle-même. Mais sous le vernis du succès, une tragédie se nouait, silencieuse et mortelle, attendant patiemment son heure pour frapper. Seattle scintillait cette nuit-là, et le nom des Pierce aussi. Charles Pierce avait réquisitionné l'étage supérieur d'un hôtel au bord de l'eau pour célébrer deux choses qu'il aimait par-dessus tout: son anniversaire et un projet municipal nouvellement remporté, qui allait apposer le logo de l'entreprise familiale sur une autre photo de la ligne d'horizon. Les serveurs se déplaçaient comme des mécanismes d'horlogerie à travers un jardin de verre et d'acier. Un trio de jazz tissait de douces notes de cuivre dans la pièce. La vue sur Elliott Bay renvoyait la lumière comme un second lustre. Alexandra Pierce, son unique enfant, souriait lorsque les caméras se tournaient d'elle vers elle et baissait les yeux lorsque les toasts commençaient. Elle avait grandi dans ce monde, salle de conseil en acajou, coupure de ruban et poignées de main qui duraient juste assez longtemps pour sceller des alliances. Ce soir-là, dans une robe pâle qui lui donnait l'air d'une flamme tranquille, elle faisait ce qu'elle avait toujours fait: se tenir là où son père voulait qu'elle se tienne, dire ce qu'il espérait qu'elle dirait et donner l'impression que la famille était unie. Mais le rôle semblait plus petit chaque année. Les gens lui parlaient comme si elle était la charnière d'une porte que des hommes avaient l'intention de franchir. Charles avait des plans pour cette charnière. Il avait invité le fils d'un partenaire. Matvey l'appelait-il avec la chaleur calculée d'un homme qui aimait les capitaux étrangers et les résultats obéissants. Grand, d'un ennui coûteux, Matvey parlait des voitures comme d'autres parlaient mondéjean. Il riait de ses propres blagues. Il dit à Alexandra qu'il formerait un couple remarquable lors des galas de charité, comme si le mariage n'était qu'un calendrier de photographie. Elle écoutait parce que son père les regardait de l'autre bout de la pièce, comme un entraîneur observe un exercice, notant la forme, ignorant le souffle. Elle s'écarta pour prendre l'air et atteignit le balcon de verre. Les lumières de Seattle descendaient le long des collines comme une série de pistes d'atterrissage. Un ferry glissait sur l'eau noire. Elle pensait au croquis de l'école d'architecture enroulé dans un placard qu'elle n'ouvrait presque plus, quand elle entendit derrière elle une voix qui n'essayait pas de lui vendre quoi que ce soit. Joyeux anniversaire à votre père, dit l'homme, et félicitations pour l'offre du stade. Je suis Max Bennett. Elle connaissait ce nom. Son père avait mentionné un jeune chef de projet qui faisait ressembler la malchance à une équation soluble. De près, il portait le même costume noir que 100 autres hommes dans la pièce, mais il lui allait comme s'il n'en avait pas besoin. Il parlait simplement. Il ne regardait pas par-dessus son épaule pour voir qui d'autre pourrait être plus utile. À l'intérieur, l'orchestre commença un standard lent. Max leva une main. Pas une fioriture, juste une simple invitation. Alexandra hésita, puis hocha la tête. Sur la piste de danse, il l'atteint à la distance requise par la chanson. La ville tournait doucement autour d'eux. Il ne parla pas de son père, ni du contrat. Il lui demanda où elle aimait se promener le matin et si elle dessinait encore des bâtiments quand personne ne regardait. Elle rit, surprise de s'entendre. Pendant 3 minutes, le monde se réduisit à des pas, et autant. Elle ressentit quelque chose qu'elle ne ressentait pas souvent dans des pièces comme celle-ci. Vue, pas exposée. Quand la chanson se termina, il ne força pas sa chance. Il la remercia, et elle sentit l'absence de sa main, comme le dénouement d'un ruban. Charles apparut avant que les applaudissements ne s'éteignent complètement. Le sourire qu'il offrait aux invités n'atteignit pas ses yeux lorsqu'il regarda Max. Monsieur Bennett, dit-il, aussi cordial qu'une lame glacée. Vous appréciez la soirée? Énormément, monsieur, répondit Max. Vous devriez être fier. Nous le sommes, dit Charles. Et ce nous signifiait la famille, l'entreprise, le réseau, tout ce qui avait un siège à table. Son regard passa d'Alexandra à Max. Ma fille, comme promis pour les présentations ce soir, vous nous excuserez. Il dirigea Alexandra vers Matvey, qui s'était déjà positionné près du bar, comme s'il posait pour un futur mur de donateurs. Il est fiable, murmura Charles. Il comprend ce que signifie l'héritage.
L'héritage, répéta-t-elle, et elle goûta le mot comme on goûte un médicament. Le reste de l'heure se déroula comme un plan soigneusement dessiné. Photographie, toast, une déambulation dans la pièce avec Madvi récitant les avantages comme un prospectus. Mais le plan ne laissait aucune place à l'air. Quand Charles la relâcha enfin aux confins de la fête, Alexandra retourna sur le balcon et regarda les lumières des fées se déplacer comme une respiration régulière à travers la baie. Fiable, héritage, présentation. Les mots s'alignaient dans sa tête comme des colonnes, et sous eux, le souvenir d'une invitation simple et d'une danse simple qui avait ressemblé à une porte s'ouvrant. Quand son père la rejoignit à nouveau, elle ne se retourna pas. Tu rends les choses difficiles, dit-il doucement, sans méchanceté. Il y a des partenariats à honorer. Il y a une vie à vivre, répondit-elle. Il expira le son patient qu'il utilisait en négociation. Alexandra, nous n'épousons pas des histoires, nous épousons le bon sens. Elle lui fit face. Dans le reflet de la fenêtre, il y avait 2 silhouettes à l'intérieur d'une ville qui mesuraient tout. Alors je serai la première exception, dit-elle, la voix calme. Je n'épouserai pas Matvi. Le jazz glissa dans une autre chanson. Quelque part derrière eux, un toast s'éleva et se brisa comme une vague. Charles n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Nous parlerons de cela à la maison. Nous en parlons maintenant, répondit-elle, et la porte à l'intérieur d'elle ne se referma pas. Elle tint bon. Elle resta ouverte. Plus tard, alors que la fête se repliait dans la nuit et que le dernier flash crépitait, Alexandra sut que quelque chose avait changé. La décision n'était pas une tempête, c'était une ligne. Elle l'avait franchie. L'amour d'un côté, le pouvoir de l'autre, et un père qui croyait que les deux ne pouvaient pas se rencontrer. Le matin après la fête semblait plus lourd que la pluie de Seattle qui tambourinait aux fenêtres. Alexandra avait à peine dormi, rejouant les mots qu'elle et son père avaient échangés sur le balcon. Autour d'un café refroidi, Charles Pierce plia le Seattle Times et regarda sa fille de l'autre côté de la table, avec le même regard fixe qui avait conclu une centaine d'accords commerciaux. « Nous devrions revenir sur ce que tu as dit hier soir, commença-t-il. Je le pensais, répondit Alexandra avant qu'il ne puisse continuer. Je n'épouserai pas Matvi, père. Je ne l'aime pas, et je ne construirai pas une vie sur quelque chose que je ne ressens pas. Charles soupira, patient mais inflexible. L'amour, dit-il, est un luxe qui s'estompe. Le partenariat, les alliances familiales, voilà ce qui dure. La famille de Matvi renforce la nôtre. Et moi, alors, demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Ne suis-je qu'un nom à échanger? Le silence entre eux s'étira, tendu. Puis, avec la précision d'un homme offrant des conditions, Charles se pencha en avant. 6 mois, dit-il. Si dans 6 mois, tu trouves quelqu'un de convenable, quelqu'un que je peux respecter en tant que partenaire de mon successeur, je n'insisterai pas sur ce mariage. Sinon, Alexandra, tu épouseras Matvi, c'est mon dernier mot. Ce n'était pas la liberté dont elle rêvait, mais c'était plus que ce à quoi elle s'attendait. Alexandra hocha la tête, sa décision prise. 6 mois pour trouver non seulement l'amour, mais un avenir selon ses propres termes. La première semaine se passa dans un brouillard de questions et de doutes, jusqu'à ce qu'une voix familière l'appelle par son nom dans le hall de Pierce Construction. Max Bennett était là, manche relevée, discutant des plans de site avec une équipe d'ingénieurs. Quand il la vit, son expression s'adoucit en quelque chose qui ne faisait pas partie d'un argumentaire de vente. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, dit-il, se mettant à sa hauteur. « Moi non plus, admit-elle. Mais je suis contente d'être venue. » Cet après-midi se transforma en un café dans un petit endroit sur Pine Street, loin des tours de verre et des chuchotements polis du monde de son père. Un café en amena un autre quelques jours plus tard, puis de longues conversations nocturnes qui s'étiraient jusqu'au petit matin. Max parlait des bâtiments comme s'ils étaient des êtres vivants, comment l'acier portait le poids comme un muscle, comment la lumière pouvait transformer un espace en sanctuaire. Alexandra parlait des croquis qu'elle avait cachés, des rêves qu'elle avait mis de côté parce qu'ils ne correspondaient pas à l'héritage Pierce. Ils commencèrent à se voir souvent,
parfois à la cafétéria de l'entreprise, parfois en marchant le long du front de mer où les lumières de la ville tremblaient sur l'eau. La connexion qui avait commencé par une danse s'approfondit en quelque chose de plus difficile à nier. 3 mois après le début de leur relation discrète et croissante, Max s'arrêta au milieu d'une conversation un soir, alors qu'il marchait sous la canopée des cerisiers en fleurs à Volunteer Park. Alexandra, dit-il, sa voix stable mais vulnérable. Je ne veux pas être seulement quelqu'un que tu vois entre deux réunions. Je suis amoureux de toi. Son souffle se coupa. Et pour la première fois depuis des années, le chemin à parcourir lui sembla être le sien. Alors tu devrais savoir, dit-elle. Je ressens la même chose. Leur relation, autrefois secrète, devint impossible à cacher. Les chuchotements voyagèrent rapidement, atteignant le bureau de Charles Pierce comme de la fumée. La confrontation était inévitable. Il n'est pas ce que j'imaginais pour toi, dit Charles, arpentant son bureau. Il est ambitieux, oui, mais l'ambition n'est pas un pédigré. Je n'ai pas besoin de pédigré, répondit Alexandra. J'ai besoin de quelqu'un qui me voit comme plus qu'un atout. Charles regarda par la fenêtre un long moment avant de se retourner. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors il signera un contrat de mariage. Il protégera ce que j'ai construit et ce dont tu hériteras. Quand Max entendit la condition, il n'hésita pas. Je ne suis pas là pour l'entreprise de ton père, dit-il, prenant les mains d'Alexandra dans les siennes. Je suis là pour toi. Si un morceau de papier le prouve, alors je le signerai. 6 mois après la nuit qui avait tout changé, sous une arche de roses blanches et le ciel gris frais d'un printemps de Seattle, Alexandra Pierce devint Alexandra Bennett. La cérémonie était grandiose. La liste des invités, un véritable bottin mondain de l'élite de la ville. Pourtant, alors que les doigts de Max se resserraient doucement autour des siens, le monde au-delà des vœux s'estompa. Pour la première fois, Alexandra crut qu'elle avait choisi une vie pour elle-même, non pas une vie rédigée dans une salle de conseil, mais une vie écrite avec le cœur. Et alors qu'ils dansaient sous les lumières, elle s'autorisa à croire que c'était le début d'un avenir qui ne la trahirait jamais. Les 6 premiers mois du mariage d'Alexandra et Max se déroulèrent comme le genre de rêve qu'elle croyait autrefois n'arriver qu'aux autres. Ils emménagèrent dans le domaine familial des Pierce, une vaste propriété en cèdre surplombant le lac Washington, où les murs de verre attrapaient le lever du soleil et où les jardins portaient le parfum des roses que sa mère avait plantées des décennies plus tôt. C'était la maison où elle avait fait ses premiers pas, où les anniversaires avaient été célébrés sous des guirlandes de lumière dorée. Maintenant, c'était là qu'elle se réveillait chaque matin au rythme calme de la respiration de Max, à côté d'elle. Leurs journées s'installèrent dans une cadence réconfortante. Alexandra retourna à ses croquis dans la véranda que sa mère utilisait autrefois comme coin lecture, remplissant page après page de dessins qu'elle pourrait un jour amener à la vie. Max travaillait souvent tard dans la nuit, se penchant sur les propositions de construction et les plans, mais il trouvait toujours le temps de lui préparer le petit déjeuner, le dimanche, ou de l'emmener au marché des fermiers en ville. Il parlait de voyager, Paris au printemps, Kyoto à l'automne. Elle parlait de peut-être enseigner l'architecture à temps partiel. Pour la première fois de sa vie d'adulte, l'avenir ressemblait à quelque chose qu'elle pouvait construire de ses propres mains, pas quelque chose de scénarisé pour elle. Puis, en un seul appel téléphonique, l'échafaudage de cette vie s'effondra. C'était un soir d'octobre pluvieux lorsque la police arriva au domaine. Charles et Eleanor Pierce revenaient d'un week-end dans les îles San Juan lorsque leur voiture dérapa sur l'autoroute. Charles mourut sur le coup. Eleanor s'accrocha à la vie pendant 3 heures avant de s'éteindre à son tour. Le monde devint silencieux. Alexandra se souvenait de la voix de l'officier comme à travers de l'eau, la façon dont sa main tremblait alors qu'elle essayait de composer le numéro de Nathalie. Le cri qui s'échappa de sa poitrine quand elle vit les photos de l'épave. Les funérailles vinrent et repartirent comme un rêve fiévreux. Costumes, condoléances, roses blanches, le rythme sourd de la voix d'un prêtre. Les gens disaient les mots justes. Accident, tragédie, parti trop tôt. Mais aucun d'eux ne touchait le gouffre sans fond qui s'était ouvert en elle.
Pendant des semaines, Alexandra quitta à peine la chambre, les rideaux restaient tirés, les repas n'étaient pas touchés. Les croquis qu'elle avait autrefois aimés gisaient abandonnés sur le sol. Elle cessa de répondre aux appels, cessa de lire les emails, s'empilant sur les réunions du conseil d'administration et les échéances des projets. Elle ne pouvait pas imaginer un monde où le rire tonitruant de son père et les conseils doux de sa mère n'étaient amenés pas quelque part à portée de main. Max devint son ancre. Il répondait au téléphone lorsque les investisseurs appelaient, signait des documents lorsque le conseil avait besoin d'être rassuré, et parlait doucement au personnel lorsqu'il cherchait en elle un leader. Concentre-toi sur ta respiration, lui dit-il un soir, alors qu'elle était assise, fixant le lac, le châle de sa mère enroulé autour de ses épaules. Je m'occupe du reste jusqu'à ce que tu sois prête. Elle hocha la tête parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Et peu à peu, cela devint le schéma. Max assista aux réunions mensuelles du conseil à sa place, expliquant qu'Alexandra avait besoin de temps pour faire son deuil. Il organisa les finances, consolidant les comptes et mettant en place de nouveaux systèmes pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Lorsque les entrepreneurs ou les fonctionnaires municipaux avaient besoin d'approbation, il lui montait les papiers pour qu'elle les signe, lui assurant qu'il s'agissait de renouvellements standards. L'entreprise que son père avait bâtie, autrefois le cœur des conversations au dîner et des leçons d'enfance, devint quelque chose de distant et d'abstrait. Alexandra ne reconnaissait plus la rafale d'emails ou les acronymes dans les rapports que Max lisait à voix haute. Les relevés bancaires, autrefois familiers, devinrent des lignes de chiffres qu'elle ne remettait pas en question. Et Max, toujours calme, toujours patient, ne se plaignit jamais une seule fois. « Prends tout le temps dont tu as besoin, disait-il, en lui mettant une tasse de thé dans les mains. L'entreprise est en sécurité. Tu es en sécurité. C'est tout ce qui compte. 6 mois après leur mariage, Alexandra avait cru qu'elle construisait une vie selon ses propres termes. Maintenant, elle dérivait à travers des pièces lourdes de fantômes, une maison trop silencieuse, un avenir trop lointain. La seule constante dans le silence était Max. Sa voix stable, ses mains sûres, sa présence inébranlable. Elle se disait que c'était à cela que devait ressembler l'amour. Quelqu'un d'assez fort pour vous maintenir ensemble quand vous ne pouviez pas vous tenir vous-même. Mais dans les espaces entre le sommeil et l'éveil, où les voix de ses parents l'appelaient encore, un murmure de malaise commença à prendre racine, si faible qu'elle le remarquait à peine. Une année s'était écoulée depuis la nuit où tout s'était effondré, et l'air autour du domaine Pierce avait lentement commencé à changer. La maison qui ressemblait autrefois à un mausolée de souvenirs contenait maintenant à nouveau de petites traces de vie. Nathalie Carter, l'amie la plus proche d'Alexandra depuis l'université, venait souvent, refusant de la laisser se retirer dans le silence. Elle apportait des fleurs fraîches, persuadait Alexandra de faire de longues promenades dans Discovery Park et remplissait la cuisine du son de son rire facile. Et puis il y eut Oliver, un golden retriever maladroit. Un chiot que Max ramena à la maison un matin gris de mars. « Tu as besoin de quelqu'un pour te ramener dans le monde », avait-il dit alors que la petite créature dégringolait dans le hall d'entrée. Oliver devint l'ombre d'Alexandra, poussant la porte de son studio chaque matin et se blottissant à ses pieds pendant qu'elle dessinait. Elle se réveillait encore certaines nuits, avec des larmes qu'elle ne pouvait expliquer, mais l'obscurité ne l'avalait plus entièrement. L'entreprise de son père, Pierce Construction, semblait plus grande et plus complexe qu'elle ne s'en souvenait. Les rapports du conseil arrivaient chaque semaine, épais de terminologie qui se lisait comme une langue étrangère. Lorsque Max proposa de gérer les opérations jusqu'à ce qu'elles soient prêtes, Alexandra accepta sans hésitation. « Je ne comprends pas le côté commercial des choses », admit-elle un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse surplombant le lac. C'était toujours le monde de papa. Max attrapa sa main. « Alors, laisse-moi m'en charger. Je suis dans l'entreprise depuis des années. Je sais comment la maintenir stable jusqu'à ce que tu décides du rôle que tu veux jouer. » C'était facile de dire oui. Bientôt, Max devint le visage de Pierce Construction, assistant aux réunions d'investisseurs, négociant des contrats, signant des projets.
Alexandra signait toujours des documents quand il les lui apportait dans son bureau, mais elle lisait rarement au-delà de la première page. Elle se disait que c'était de la confiance, et pendant un temps, cette confiance ressemblait à de la liberté. La vie reprit un rythme qui semblait presque paisible. Elle dessinait à nouveau, explorant les idées architecturales que son père avait autrefois encouragées. Elle et Nathalie passaient les week-ends à explorer les galeries d'art de Seattle, et Oliver devint un grand compagnon loyal. Max, toujours patient, toujours attentif, semblait avoir construit un cocon autour d'elle. Mais lentement, presque imperceptiblement, ce cocon commença à se resserrer. Au début, c'était de petites choses. Max restait plus tard au bureau, prétextant que le nouveau projet de stade en centre-ville exigeait toute son attention. Les dîners étaient l'année reportés, les week-ends reprogrammés. Alexandra ne protestait pas. Après tout, elle avait toujours admiré son dévouement. Mais les appels qui avaient lieu devant elle se déroulaient maintenant dans une autre pièce. Les portes se fermaient doucement entre eux. Des messages arrivaient sur son téléphone tard le soir, répondus rapidement et sans explication. Un soir, au début de l'automne, Alexandra prépara un dîner qu'elle et Max avaient adoré pendant leur premier mois de mariage. Poulet rôti au romarin et tartelettes au citron. Il appela 1 heure avant son retour prévu, s'excusant qu'une réunion client s'éternisait. Elle lui dit que ce n'était pas grave, même si la nourriture refroidissait et qu'Oliver gémissait sous la table. Max se glissa par la porte après minuit, avec des yeux fatigués et un sourire vague. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. « Juste le travail, » dit-il en lui embrassant la joue. « Reste pas éveillée. » Elle le crut. Elle voulait le croire. Les semaines passèrent, ses absences devinrent plus fréquentes, ses explications plus courtes. Alexandra remarqua un parfum s'accrochant faiblement à sa veste un soir. Pas le sien, rien qu'elle ne reconnaisse. Elle écarta l'idée. Max était dévoué, se dit-elle. Il avait été son roc quand le monde s'était effondré. Les gens qui s'aiment ne se trahissent pas. Puis, un mardi pluvieux, elle s'arrêta au bureau de Pierce Construction, à l'improviste. Max avait oublié un dossier dont il avait besoin pour une réunion, et elle pensa que ce serait une bonne surprise de le lui apporter. Son assistante hésita quand elle vit Alexandra dans le hall. « Il est occupé », dit-elle en jetant un coup d'œil vers le bureau d'angle. « Ce n'est pas grave », répondit Alexandra avec un sourire, poussant doucement la porte. Ce qu'elle entendit de l'autre côté la stoppa net. Un rire doux, distinctement féminin, montant et descendant comme un secret partagé. C'était une petite chose, un son qui aurait pu ne rien signifier, et pourtant, il résonna dans la poitrine d'Alexandra longtemps après s'être évanouie. Pour la première fois depuis l'accident, une fissure se forma dans la confiance dont elle avait enveloppé Max. Ce n'était rien, se dit-elle en lui tendant le dossier et en souriant comme si rien n'avait changé. Mais alors qu'elle retournait sous la pluie vers sa voiture, ce rire jouait en boucle dans son esprit, léger, intime et totalement déplacé. C'était l'idée de Max qu'Alexandra devrait prendre une pause. « Tu as trop subi », avait-il dit un soir alors qu'ils étaient assis près du feu, la tête d'Oliver reposant sur son genou. « Une semaine avec Nathalie te ferait du bien, quelque part au calme, loin des salles de conseil et des appels d'offres. » Au début, elle résista, mais l'idée de l'air salin et du silence l'attira. Nathalie, ravie de l'idée, réserva une petite maison sur la plage à Whidbey Island. Elles passèrent leur journée à marcher le long des rivages, balayés par le vent, et à parler de tout, sauf de deuil. Alexandra crut presque qu'elle guérissait. Pourtant, elle se surprenait à penser à Max, se demandant s'il mangeait correctement, s'il dormait, si elle lui manquait. Le 5e matin, des nuages arrivèrent du Pacifique et la pluie martela les fenêtres. Nathalie suggéra qu'elle reste une nuit de plus, mais Alexandra secoua la tête. « Je veux lui faire la surprise, » dit-elle. « La maison me manque. » Elles firent off leurs valises tôt et prirent donc le premier ferry pour Seattle. Quand Alexandra arriva à Pierce Construction cet après-midi-là, le bâtiment bourdonnait d'énergie en semaine. Elle décida de passer au bureau de Max avant de rentrer chez elle. C'était censé être une surprise simple et joyeuse, le genre qu'elle faisait souvent quand ils étaient jeunes mariés.
Mais quand elle sortit de l'ascenseur, la réaction ne fut pas celle à laquelle elle s'attendait. La secrétaire de Max, habituellement chaleureuse et bavarde, se figea en la voyant. Madame Bennett, balbutia-t-elle, manquant de renverser une tasse de café. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Je suis rentrée plus tôt, dit Alexandra légèrement. Max est-il là? Il est en réunion, répondit la femme trop rapidement, jetant un regard nerveux vers la porte fermée du bureau. Quelque chose dans la poitrine d'Alexandra se serra. Elle frappa une fois et ouvrit la porte. La pièce était vide. Des papiers étaient éparpillés sur le bureau de Max, sa veste drapée sur le dossier de sa chaise. Mais il n'y avait ni réunion, ni client, ni personnel, ni mari. « Je suppose que je vais attendre, murmura-t-elle. La secrétaire déglutit difficilement. Peut-être devriez-vous l'appeler d'abord. Ce n'était rien, ou du moins c'est ce qu'Alexandra se dit en quittant le bureau. Mais le malaise s'accrochait à elle comme une ombre. Ce rire qu'elle avait entendu des semaines auparavant, le parfum sur sa veste, les nuits tardives, chaque petit détail semblait maintenant être une pièce d'un puzzle qu'elle ne voulait pas résoudre. Cette nuit-là, longtemps après que Max soit rentré à la maison, avec une autre histoire vague sur une réunion de dernière minute, Alexandra ouvrit un tiroir dans le bureau de son père. À l'intérieur se trouvait une carte de visite usée. James Holloway, enquête privée. Il avait travaillé avec Charles Pierce des années auparavant, vérifiant les partenaires commerciaux et découvrant les menaces avant qu'elles ne puissent prendre racine. Elle hésita, fixant le numéro. Puis, elle appela. James la rencontra 2 jours plus tard dans un café discret près de Green Lake. Il écouta tranquillement pendant qu'elle expliquait ses soupçons, puis fit glisser une petite boîte noire sur la table. « Un enregistreur, dit-il. Un pour sa voiture, un pour le bureau. Vous saurez assez vite si vous imaginez des choses. » Ses mains tremblaient alors qu'elle plantait les appareils, l'un caché sous le siège passager du Range Rover de Max, l'autre caché à l'intérieur d'une étagère derrière son bureau. Elle se dit que c'était de la paranoïa, qu'elle effacerait les enregistrements dès qu'il confirmerait qu'elle avait tort. Mais quand elle appuya sur « lecture » cette nuit-là, la vérité déferla à travers les haut-parleurs. Cela commença par un rire, léger, familier et cruel dans son intimité. Puis, la voix de Max, basse et chaude de la manière dont il ne parlait autrefois qu'à elle. « Vanessa, murmura-t-il, et l'estomac d'Alexandra se noua. Je déteste quitter la nuit. La voix de la femme, Vanessa Gray, un nom qu'Alexandra n'avait entendu qu'en passant dans les ragots de l'entreprise, répondit par un rire doux. Alors ne le fais pas. Je ne peux pas, répondit Max. Pas encore. Ils parlèrent de dîner, de week-end, de choses qu'il ferait quand le moment serait venu. Il l'appelait mon ange, mon monde, ma lumière. Chaque phrase qu'Alexandra avait cru lui être destinée. Elle ne pouvait plus respirer. L'homme qui l'avait soutenue dans son deuil, qui lui avait promis l'éternité sous des roses blanches, vivait une autre vie juste hors de sa vue. Mais le pire restait à venir, parce que la conversation ne s'arrêta pas à l'amour. Elle devint plus sombre, plus tranchante. La voix de Vanessa baissa d'un ton. « J'en ai marre d'attendre, Max. Tu as dit que ce ne serait pas long. »« Ce ne sera pas long, murmura-t-il. Tout doit se passer dans le bon ordre. » Et si elle ne lâche jamais prise? Elle le fera, dit Max, d'une manière ou d'une autre. L'enregistrement s'arrêta, mais les mots ne s'effacèrent pas. Ils tournaient en boucle dans l'esprit d'Alexandra. Un compte à rebours qu'elle ne comprenait pas encore. La trahison était plus profonde que l'infidélité. C'était une ombre s'étendant au-delà de son mariage, et pour la première fois, elle sentit la peur s'enrouler au creux de son estomac. 3 jours passèrent avant qu'Alexandra ne trouve le courage d'écouter à nouveau. Elle attendit que Max soit parti travailler. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac rythmé de l'horloge grand-père, dans le hall, et de la respiration douce d'Oliver près de la cheminée. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait le petit enregistreur de sa cachette à l'intérieur du coffre en cèdre. L'enregistrement précédent avait brisé sa confiance. Ce qu'elle entendit maintenant allait briser quelque chose de bien plus profond. La conversation commença innocemment, comme la dernière fois. Max et Vanessa riant d'un voyage qu'ils avaient
fait sous le couvert d'une conférence d'affaires. Puis, le ton de Vanessa changea, tranchant à travers le doux bruit de fond. Alors, dit-elle, sa voix basse et délibérée, combien de temps encore dois-je attendre qu'elle meure? Les mots la frappèrent comme un coup. Alexandra se figea, son souffle se coupant dans sa gorge. Bientôt, répondit Max, sa voix stable d'une manière qui la glaça. Le médicament agit lentement. Il doit s'accumuler dans son système. Vanessa soupira théâtralement. Tu es sûre qu'elle le prend toujours? Elle n'a pas manqué une dose depuis des semaines, répondit Max. Je m'en assure. Chaque matin dans son thé, chaque soir dans ses vitamines. Une vague de nausée submergea Alexandra. Son esprit rejoua d'innombrables petits moments. Max lui tendant une tasse de camomille avant de se coucher, Max plaçant un verre de jus frais sur la table au petit déjeuner, Max lui rappelant doucement de ne pas oublier ses pilules. Elle avait fait confiance à ses gestes, les avait vus comme une preuve d'amour. Maintenant, ils ressemblaient à quelque chose de bien plus sinistre. « Mon Dieu, Max, murmura Vanessa. Je veux juste me réveiller à côté de toi, sans plus me cacher. Et nous le ferons, promit-il. Une fois qu'elle sera partie, tout ce qui est à elle deviendra à nous. L'entreprise, la maison, les comptes, tout. Vanessa gloussa, un son qui donna la chair de poule à Alexandra. Mon mari va être l'homme le plus riche de Seattle. Correction, dit Max doucement. Notre argent, notre avenir. C'est alors que Vanessa dit quelque chose qui fit s'arrêter le cœur d'Alexandra. 6 ans, murmura-t-elle. 6 putains d'années à attendre, à planifier, à jouer à ce jeu stupide. Et maintenant, nous sommes si proches. Patience, avertit Max. Nous sommes venus de trop loin pour faire des erreurs maintenant. 6 ans. Alexandra fit le calcul sans le vouloir. Il y a 6 ans, Max avait rejoint Pierce Construction. Il y a 5 ans et demi, ses parents étaient morts dans ce que la police appelait un accident bizarre. Et il y a 6 ans, elle avait rencontré Max pour la toute première fois. Son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles. Jusqu'à ce moment, elle s'était accrochée à une fragile certitude. Que quoi que Max ait fait d'autre, la perte de ses parents avait été un destin aléatoire et cruel. Mais maintenant, cette certitude s'effondrait. Cela aurait-il pu être planifié? Son père était connu pour son éthique commerciale intransigeante, pour refuser des partenariats qui ne correspondaient pas à sa vision. Au fil des ans, Charles Pierce s'était fait des ennemis. Et si Max en avait été un? Et s'il était entré dans leur vie avec un but précis depuis le tout début? Alexandra essaya de stabiliser sa respiration. Peut-être qu'elle perdait la tête. Peut-être que le chagrin et la trahison avaient tordu sa perception. Et pourtant, 6 ans. Son esprit rejoua des détails qu'elle avait autrefois écartés. La façon dont Max était apparu dans l'entreprise de son père, apparemment sorti de nulle part. Son ascension fulgurante dans les rangs. Les façons subtiles dont il avait gagné la confiance de son père. Elle se souvint du rapport d'accident. Défaillance mécanique, avait-il dit. Aucune trace d'acte criminel suspecté. Elle l'avait accepté parce qu'elle en avait besoin. Mais si elle s'était trompée? La pièce tournait autour d'elle. Elle s'agrippa au bord de la table, luttant contre l'envie de crier. Oliver trottina et lui donna un coup de museau dans le genou, sentant sa détresse. Elle enfouit ses doigts dans sa fourrure, s'ancrant. Si Max avait empoisonné ses parents, s'il l'empoisonnait, alors rien dans sa vie n'était réel. L'amour auquel elle avait cru était une arme tournée contre elle. L'homme qui la serrait dans ses bras pendant ses nuits les plus sombres attendait qu'elle meure. La porte s'ouvrit en bas. « Lex » appela Max, sa voix chaude et familière. « J'ai apporté le dîner. » Le cœur d'Alexandra s'emballa alors que des bruits de pas approchaient. Elle fixa le verre d'eau sur le comptoir, le flacon de vitamines non ouvert près de l'évier. Ses mains tremblaient alors qu'elle glissait l'enregistreur dans un tiroir et se forçait à se lever. « En haut !» cria-t-elle en retour, sa voix miraculeusement stable. Max apparut dans l'embrasure de la porte, souriant comme si rien au monde n'allait de travers. « J'ai pris ton curry-taille préféré. J'ai pensé qu'on passerait une soirée tranquille. » Alexandra réussit un petit sourire, même si elle avait l'impression que sa peau ne lui allait plus.
Ça semble parfait. Mais alors qu'elle le regardait mettre la table et lui verser son thé, chaque détail semblait lourd de sens. La chaleur de son sourire, le ton stable de sa voix, tout cela n'était qu'un camouflage. Et en dessous, Alexandra le savait maintenant, se cachait un murmure qui lui promettait la mort. La lumière du matin semblait plus froide que d'habitude en filtrant à travers les hautes fenêtres du domaine Pierce. Alexandra se tenait dans la cuisine, fixant la tasse de thé fumante qu'il venait de placer devant elle. Camomille au miel, dit-il, souriant comme il le faisait toujours. Tu n'as encore pas bien dormi. Son pouls battait dans sa gorge, elle se força à soulever la tasse, ses mains stables malgré la tempête qui faisait rage en elle. Merci, murmura-t-elle. L'odeur était réconfortante, familière, le même thé qu'il lui avait préparé des centaines de fois. Max se détourna pour attraper ses clés sur le comptoir, fredonnant doucement. Alexandra porta la tasse à ses lèvres, laissant le liquide toucher sa langue, mais sans avaler. Dès qu'il sortit de la pièce, elle se glissa dans la salle de bain et cracha le thé dans l'évier, se rinçant la bouche encore et encore jusqu'à ce que le goût disparaisse. Puis, elle s'agenouilla près des toilettes et se força à vomir, juste au cas où. Son cœur battait la chamade alors qu'elle s'aspergeait le visage d'eau froide. Pas aujourd'hui, murmura-t-elle à son reflet. Pas comme ça. Quand Max revint, elle sourit comme si rien n'avait changé. Je te vois ce soir, dit-elle, l'embrassant légèrement sur la joue. Il lui sourit en retour, lui embrassa le front et partit travailler, ignorant que le masque qu'elle portait était désormais une armure. Dès que la porte se ferma, les mains d'Alexandra tremblèrent, alors qu'elle prenait son téléphone et composait un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Raymond Scott, répondit une voix grave et familière. Raymond, c'est Alexandra Pierce, dit-elle. J'ai besoin de votre aide et j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement. Moins d'une heure plus tard, Raymond était assis en face d'elle dans la véranda où son père tenait autrefois des réunions du conseil. Ses cheveux étaient mal plus gris maintenant, son visage plus ridé, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. Elle lui raconta tout. Les enregistrements, l'empoisonnement, le nom de Vanessa, la référence aux 6 ans. Elle lui montra l'enregistreur, ses mains à peine stables. Raymond écouta en silence jusqu'à ce que le dernier mot s'éteigne. Puis, il expira lentement et dit « Vous avez eu raison d'appeler, et vous avez eu raison de ne pas boire ce thé. » « Que dois-je faire maintenant » murmura-t-elle. « Premièrement, nous vous protégeons. Deuxièmement, nous rassemblons des preuves qui tiendront devant un tribunal. Troisièmement, » ses yeux se durcirent. « Nous nous assurons qu'il ne touche jamais un centime de ce que votre père a construit. » Il demanda à voir le contrat de mariage sur lequel Charles Pierce avait insisté avant le mariage. Alexandra récupéra le dossier en cuir dans le coffre-fort du bureau, où elle l'avait rangé la veille de son mariage. Raymond parcourut les pages avec la précision d'un homme qui avait rédigé des centaines de documents de ce type. « Ici, dit-il en tapotant un paragraphe. C'est la clause clé. Si vous êtes en vie, même si vous êtes séparés ou en procédure de divorce, Max Bennett n'a aucun droit sur votre succession, l'entreprise ou votre fiducie familiale. Pas un sou. » Un frisson la parcourut. « Est-ce si je suis en vie ?» répéta-t-elle. « Précisément, dit Raymond, son visage grave. Il n'a aucun intérêt financier à ce que vous divorciez. Il n'en a que si vous disparaissez. Alexandra, nous avons affaire à un sociopathe patient, mais il a fait une erreur. Il vous a sous-estimé. Alors, quel est le plan ? Demanda-t-elle, une froide détermination remplaçant sa peur. Le plan, dit Raymond en se penchant en avant, c'est de jouer son jeu, mais mieux que lui. Nous allons lui tendre un piège qu'il ne pourra pas refuser. Les jours suivants se transformèrent en un cauchemar calculé. Alexandra continua de jouer la convalescente affligée, prétendant boire les thés empoisonnés, qu'elle jetait méticuleusement, et prendre les vitamines, qu'elle remplaçait par des placebos que Nathalie lui fournissait secrètement. Elle commença à se plaindre de vertiges, de faiblesse, jouant le rôle de la victime parfaite. Max, de son côté, jouait l'époux dévoué, son inquiétude apparente masquant à peine le triomphe qu'Alexandra pouvait désormais voir dans ses yeux.
Pendant ce temps, Raymond et James Holloway travaillaient dans l'ombre. Holloway retrouva le mécanicien qui avait inspecté l'épave des Pierce. L'homme avait pris sa retraite et vivait dans une villa luxueuse au Costa Rica, bien au-dessus de ses moyens. Holloway découvrit également que Vanessa Gray avait été l'assistante de Max dans son emploi précédent, licenciée pour détournement de fonds, une accusation que Max avait réussi à étouffer. Ils étaient un duo de criminels bien avant qu'ils ne ciblent les Pierce. Le piège fut fixé une semaine plus tard. Alexandra, feignant une grave détérioration, demanda à Max d'appeler Raymond pour mettre ses affaires en ordre. « Je veux être sûre que tu sois protégé, mon amour », murmura-t-elle depuis son lit, sa voix faible. Les yeux de Max brillèrent. C'était le moment qu'il attendait. La réunion eut lieu dans la bibliothèque du domaine. Max, Alexandra, dans un fauteuil roulant, un plaid sur les genoux, et Raymond. Ce que Max ne savait pas, c'est que James Holloway et 2 officiers de police en civil écoutaient depuis la pièce voisine. « Je veux modifier mon testament », dit Alexandra d'une voix tremblante. « Je veux tout laisser à Max, immédiatement, contourner la fiducie. » Raymond joua son rôle à la perfection. « Alexandra, c'est de la folie, le contrat prénuptial, votre père. »« Mon père est mort !» s'exclama-t-elle, un peu trop fort, pensa-t-elle. Max est tout ce que j'ai. Max rayonnait, incapable de cacher sa cupidité. « Chérie, tu es sûre ?»« Absolument, dit-elle. Elle se tourna vers Raymond. « Rédigez-le. » C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit et que Vanessa Gray entra, incapable d'attendre plus longtemps. « C'est fait ?» demanda-t-elle à Max, ignorant les autres. Max blêmit. « Vanessa, qu'est-ce que tu fais là ?»« J'en ai marre d'attendre dans la voiture. Alors, elle a signé ?» Alexandra se leva lentement du fauteuil roulant, laissant tomber le plaid. Le silence dans la pièce fut assourdissant. « Signer quoi, Vanessa ?» demanda Alexandra, sa voix n'étant plus faible, mais claire et tranchante comme de l'acier. « Ceci ?» Elle appuya sur un bouton, et l'enregistrement de leur conversation sur l'empoisonnement emplit la bibliothèque. Combien de temps encore dois-je attendre qu'elle meure ? Vanessa et Max restèrent figés, leur visage passant de la confusion à l'horreur pure. Ou peut-être parliez-vous de mes parents, continua Alexandra, sa voix se brisant de colère. De la défaillance mécanique que vous avez orchestrée il y a 6 ans ? Max se jeta vers elle, mais les officiers et Holloway étaient déjà dans la pièce. Max Bennett, Vanessa Gray, commença l'officier, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, conspiration. Le procès fut le plus suivi de l'histoire de Seattle. Les preuves étaient accablantes, les enregistrements, le témoignage du mécanicien, extradé et ayant négocié un accord, les relevés bancaires traçant les 6 années de planification. Max et Vanessa furent reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, y compris le double homicide de Charles et Eleanor Pierce. Ils passeraient le reste de leur vie en prison. 1 an plus tard, le soleil se couchait sur le lac Washington, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Alexandra se tenait sur le même balcon où elle s'était sentie si piégée. Nathalie se tenait à côté d'elle, un verre de vin à la main. Oliver, maintenant un chien adulte majestueux, était assis à ses pieds. Elle avait repris les rênes de Pierce Construction. Mais ce n'était plus l'entreprise de son père. Elle l'avait restructurée, rebaptisée Pierce Horizon Design. Elle avait vendu les projets de Stade Froid et s'était concentrée sur ce qu'elle avait toujours rêvé de faire, des architectures durables, des parcs publics, des espaces qui respiraient dans la vie. Elle avait honoré l'héritage de son père, non pas en épousant le bon sens, mais en faisant preuve d'une force qu'il n'avait jamais soupçonnée chez elle. Elle leva son verre vers la ligne d'horizon scintillante. « À l'avenir, dit Nathalie. « À la vie, répondit Alexandra, sentant le vent frais sur son visage. Elle était enfin libre. La flamme tranquille n'était plus tranquille. Elle brûlait vivement, éclairant son propre chemin.